Alors aujourd'hui, on attaque la première vidéo pratique de cette série sur les réseaux de neurones. Dans cette vidéo, on va implémenter en fait les graphes de calcul scalaires, donc dont on a parlé dans la série, dans une vidéo plus théorique. Alors ces vidéos pratiques, il y en aura quelques-unes tout au long de la série, et le but, c'est d'implémenter en Python ce qu'on voit dans les vidéos théoriques. Donc elles auront à peu près toujours le même format. Ce seront des vidéos assez longues, puisqu'en fait on va coder ensemble de zéro les concepts qu'on voit dans la théorie. Voilà, l'idée c'est pas de venir avec un code qu'on commente, parce que le code avec lequel je vais venir, il sera forcément optimisé. Il y aura eu déjà derrière des problèmes que j'ai résolus, et donc l'idée c'est plutôt de voir ça en live, de rencontrer les problèmes en live et de voir comment est-ce que on les contourne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ce format-là, bien que la vidéo sera effectivement plus longue, mais vous aurez quand même les timestamps des vidéos, enfin des différents moments de la vidéo, comme ça, si vous voulez voir quelque chose de spécifique, vous pourrez directement aller au bon moment de la vidéo. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va voir l'implémentation des graphes de calcul scalaires. Donc je vous renvoie à la vidéo dédiée si vous n'êtes pas encore au point là-dessus. On va faire un bref rappel avant de se lancer dans l'implémentation. Donc ces graphes de calcul scalaires, je le rappelle, ils permettent de représenter une fonction de plusieurs variables et de calculer ce qu'on appelle en fait le forward pass, c'est-à-dire étant donné on assigne en fait des valeurs aux variables d'entrée et on veut connaître la valeur de sortie. Donc ça c'est le forward pass. Et évidemment, ce qui est intéressant avec ces graphes de calcul, c'est le backward pass, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé la sortie de la fonction, on va pouvoir avoir les dérivés de toutes les variables d'entrée par rapport à la sortie. Et donc c'est évidemment ça tout l'intérêt du graphe de calcul, puisque ce calcul de dérivée va se faire automatiquement. Alors on va avoir un exemple fil rouge au cours de cette vidéo avec un graphe de calcul assez simple. Donc on va avoir deux nœuds d'entrée auxquels on va assigner des valeurs. Donc ça va être les variables d'entrée de notre fonction. Et puis par exemple on va créer le nœud C qui va être égal à A plus B. Et puis on va par exemple avoir le nœud D qui va être égal à B fois C. Et puis voilà, le nœud D sera la sortie de notre graphe de calcul. Dans la vidéo théorique, on avait dit qu'on appelait la sortie le nœud J, mais bon, là, on va dévier la règle. Alors, donc le but, ça va être effectivement de faire le forward pass. Donc, par exemple, on va prendre des valeurs 3 et 4 pour A et B. Donc, le C va valoir donc, 7, et puis D va valoir 3 fois 7, 21. Donc, la sortie de notre fonction, ce sera donc 21. Et donc, ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de faire là le backward pass pour avoir les dérivés, donc ce qu'on a appelé DA, DB, c'est-à-dire les dérivés des variables des variables d'entrée par rapport à la sortie. Donc, en fait, DA, dans toute logique, c'est D sur DA, sauf que voilà, donc c'était une notation qu'on avait. On écrivait simplement DA au lieu de DD sur DA, ou bien voilà. C'est juste un moyen de notation, mais il faut se rappeler que derrière, c'est la dérivée de la sortie par rapport au nœud d'entrée. Alors, pour calculer cette dérivée-là, on avait vu en fait deux formules, des sortes de formules de récurrence qui permettent de calculer la dérivée d'un nœud par rapport à la dérivée du nœud fils, entre guillemets. Donc, par exemple, imaginons qu'on ait le nœud X ici, puis à partir de ce nœud X, on calcule un nouveau nœud A, grâce à une fonction f qu'on ne connaît pas. Puis ensuite, le graphe continue jusqu'à la sortie. Et donc nous, l'idée, ça va être d'exprimer donc dx, qui, donc je le rappelle, c'est égal à d rond j, en toute formalité, c'est donc d rond j sur d rond x. Et donc pour calculer dx, en fait, on a une formule qui nous permet de calculer dx grâce à dA, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on va calculer par récurrence, ensuite, les différentes dérivées, puisqu'on va partir de dj, donc qui vaut 1, puis de proche en proche, on va calculer les dérivés des nœuds pour arriver à x. Et donc la formule qu'on avait vue, c'était dx qui est égal à dA sur dx fois dA, où dA sur dx peut aussi être exprimé en f' de x. Donc voilà la formule de récurrence. Et puis en fait, on avait généralisé cette formule dans le cas où en fait x était utilisé, avait entre guillemets plusieurs fils, il était utilisé dans la création d'autres nœuds. Donc par exemple, pour le nœud a égale f de x et pour le nœud b égale g de x. Donc là, on ne va pas représenter tout le graphe, mais voilà, on suppose que à la fin, il y a toujours un nœud de sortie
J, et bien pour calculer dx, en fait, on a toujours une formule de récurrence, sauf que cette fois-ci, il faut en fait sommer ce qui vient de x pour tous ces fils. Donc en fait, dx, ça va être dA sur dx fois dA. Donc ce qui vient de x par le haut, par le nœud A, en fait, ça revient à utiliser cette formule-là. Et de la même manière, ce qui vient par le fils b, donc db sur dx fois db. Donc, eh bien, en Python, on va utiliser ces formules-là pour faire la backward pass dans nos graphes de calcul. Et donc, pour finir, justement, comment est-ce qu'on fait cette backward pass? On avait vu qu'il fallait d'abord faire un tri topologique de notre graphe. Et donc, pour cela, on le fait grâce à un parcours en profondeur du graphe, donc qui se trouve ici. Et ce parcours en profondeur, à chaque fin de traitement du nœud S, c'est-à-dire la fin de traitement du nœud S, elle se trouve ici, eh bien, on va ajouter S à notre liste L, L étant l'ordre des nœuds, les nœuds du graphe dans l'ordre topologique. Et à la fin, on avait vu que c'était important de renverser L pour avoir en fait le bon ordre topologique. Donc une fois qu'on a fait ce tri topologique, on va en fait partir de la sortie. On va affecter le gradient 1 à la sortie, puisqu'en fait dj, donc qui est égal à dρj sur dρj, c'est égal à 1. Et une fois qu'on a affecté ça, on peut parcourir donc les nœuds à partir de la sortie pour calculer pour chaque nœud ds, c'est-à-dire en fait dρj sur dρs. Alors on peut maintenant passer à l'implémentation de ces graphes de calcul. On va pour cela partir sur en fait une implémentation basée sur une classe. Donc on va pour cela définir un objet qui va être un nœud. Donc en Python, on va définir une classe. Et à chaque fois qu'on va en fait créer un nœud, on va vouloir donc l'initialiser avec une fonction init. Donc elle peut prendre en argument évidemment self. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est au moment de créer un nœud, on va vouloir lui donner typiquement une valeur. Donc on va avoir un argument valeur et dans l'initialisation, eh bien, on va mettre à jour notre champ valeur pour le nœud. On va lui dire que ça va être une valeur. Alors une fois qu'on a mis ça, eh bien, on va pouvoir commencer à définir des opérations. Hein. C'est l'objet le plus basique dans notre graphe de calcul, c'est pouvoir faire des opérations avec nos nœuds. Donc pour ça, eh bien, on va par exemple commencer par l'addition. Donc on va faire une fonction add. Cette fonction addition, eh bien, elle va prendre en fait deux nœuds. Donc on va appeler en fait sur un nœud, on va appeler add, et il faut lui donner un autre nœud avec qui en fait on va vouloir le sommer. Donc on va appeler l'autre nœud, on va l'appeler B. Et en fait, le fait d'additionner deux nœuds, ça va nous donner un troisième nœud. Donc on va appeler C. Et donc C, ça va être un nœud de valeur, eh bien, la somme de la valeur du nœud actuel, self, et la valeur de B. Donc, on va appeler on va créer un nouveau nœud qui a comme valeur self.valeur plus B.valeur. Et puis, on va vouloir donc renvoyer ce nœud-là avec donc return C. On peut faire évidemment la même chose avec la multiplication. Donc, on va définir la fonction donc mul. Pareil, là, on a une opération qui est binaire, donc il nous faut deux nœuds, self et puis B. Et bien cette fois-ci, le nœud enfant dont sera le résultat, eh bien, il aura comme valeur self.valeur fois b.valeur. Et bien, on peut ensuite donc retourner ce nœud-là. Alors, donc on va directement tester. Hein. L'idée, ce qui est intéressant avec ces notebooks Jupyter, c'est qu'on peut on peut itérativement, on peut créer notre code, le tester assez rapidement, puis le modifier. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors, donc on va reprendre voilà, le graphe de calcul fil rouge dont on avait parlé tout à l'heure. Eh bien, on va faire en fait, on va l'implémenter tout de suite en Python. Donc, on a tout d'abord le nœud A qui a pour valeur donc 3, le nœud B qui a pour valeur 4, et ensuite on va définir un nœud C qui va être la somme de A, des nœuds A et B. Donc pour ça, on va appeler A.add de B. Et donc là, si on regarde le nœud C, eh bien, on voit que Python nous affiche que, bien, effectivement, c'est un nœud, hein, vu que c'est le résultat de cette fonction-là. Et si on veut accéder à sa valeur, eh bien, on n'a qu'à regarder son champ valeur qui vaut 7. Donc là, on a le bon résultat. On peut donc compléter notre graphe de calcul en définissant le nœud D qui, on l'a vu, était le produit entre le nœud B et C. Donc on peut appeler B.mul de C. Et donc si on regarde la valeur de D, eh bien, c'est 28, c'est-à-dire 7 fois 4, la valeur de B fois la valeur de C. Donc on peut maintenant faire du forward pass, c'est-à-dire on peut bien prendre des nœuds et faire des opérations élémentaires avec pour créer d'autres nœuds et ainsi construire
notre graphe de calcul. Avant d'aller plus loin, on va essayer de juste modifier en fait la façon dont on construit notre arbre de calcul. Là, on voit qu'on appelle a.add b. Et c'est vrai que c'est pas forcément naturel. Ce qu'on préférerait faire, c'est dire c est égal à a plus b. Effectivement, c'est un petit peu plus joli, c'est un petit peu plus naturel. Sauf qu'évidemment, le problème quand on fait ça, c'est que en fait, ça ne s'exécute pas puisque Python ne sait pas quoi faire lorsqu'on lui dit de faire un plus entre deux types qui sont des nœuds. Puisqu'en fait, de base, le plus en Python est réservé typiquement à des nombres, à des int, à des floats, limite à des strings, mais pas à des nœuds. Et donc pour ça, il faut lui dire, dans notre définition de la classe nœud, il faut lui dire comment réagir lorsque on utilise le plus ici. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Tout simplement, on n'a qu'à, au lieu d'utiliser la fonction add comme ça, on peut mettre 2 underscores à la fin et au début. Et ça va dire à Python justement que, en fait, quand il voit a plus b, il va appeler cette fonction-là, avec donc a qui va valoir self, enfin self qui va valoir a, et b qui va valoir le deuxième type nœud à droite ici. Donc là, si on réexécute ça, on voit que cette fois-ci le code compile et C a bien la bonne valeur. Et évidemment, ça va être la même chose pour la multiplication. On va vouloir écrire D qui est égal à B fois C, c'est plus naturel. Donc là, de la même manière, on a une erreur, et pour ça, il faut utiliser la fonction donc underscore underscore mul underscore underscore, et là, cette fois-ci, on a bien la bonne valeur pour D. Voilà. Donc on peut supprimer ça, et comme ça, on a quelque chose qui est quand même plus joli. Alors évidemment, là on a 2 opérations élémentaires qui sont l'addition et la multiplication. On peut en rajouter autant qu'on veut. On va juste en rajouter une autre qui est donc l'exponentiation. Cette fois-ci, c'est une opération qui est unaire. On n'a besoin que d'un seul nœud pour en créer un nouveau. Donc ça va être seulement self. Et donc le nouveau nœud, on va l'appeler donc C. La valeur, il aura comme valeur donc l'exponentielle de la valeur de A, enfin la valeur de self, donc self.valeur. Et on va pouvoir le return. Et évidemment, pour avoir l'exponentielle, il faut importer la librairie math en Python. Et voilà, on a rajouté, très simplement, on a rajouté dans notre graphe une opération élémentaire qui est l'exponentielle. Alors, on a maintenant la possibilité de faire un forward pass. On va s'intéresser maintenant à comment faire le backward pass. Donc on l'a vu, pour faire le backward pass, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, il va falloir faire un parcours en profondeur de notre graphe. Là, actuellement, lorsqu'on construit notre graphe, on n'a pas de relation, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas qui est le voisin de qui. À chaque fois qu'on crée un nouveau nœud, lorsqu'on a une opération élémentaire, par exemple l'addition, là, le nouveau nœud, il est bien créé, on le renvoie, mais on ne garde pas en mémoire d'où vient ce nœud. On ne garde pas en mémoire le fait que, il a comme parents self et b. Et ça va être très important. Il faut le garder en mémoire par la suite parce qu'on va vouloir parcourir notre graphe. Donc, il va falloir partir du dernier nœud et remonter vers les nœuds extrêmes. Et donc, pour ça, il faut garder en mémoire la structure du graphe. Et donc, pour ça, on va stocker pour chaque nœud quels est les parents de le ou les parents du nœud en question. Donc, pour ça, à la création de nœud, du nœud, en fait, on va passer donc une liste de parents. Et donc, lorsqu'on va initialiser notre nœud, on va initialiser le champ parent qui est égal donc à parent à la liste passée. Donc en fait quand ce sera donc des nœuds nouveaux, c'est-à-dire des nœuds où on va juste donner une valeur, les parents seront nuls, enfin ça sera une liste vide, donc en fait de base on va dire que parent est une liste vide. En effet ces nœuds là, les nœuds A et B n'ont pas de parents. Par contre le nœud C il a 2 parents qui sont A et B, puisque en fait à partir de A et B on va créer le nœud C. Donc pour ça, au moment de créer C dans l'addition, on va dire que parent, ça va être égal à self et B. De la même manière, de la multiplication, C, il aura comme parent self et puis B. Et pour l'exponentiation, C n'aura qu'un seul parent, vu que c'est une opération unaire. Donc, on aura parent qui est égal à self seulement. Donc là, on a maintenant le moyen de garder en mémoire en fait, la structure de notre graphe de calcul. Il y a maintenant un autre problème qui se pose, c'est que là pour l'instant, lorsqu'on crée un nœud, par exemple nœud C à partir du nœud A, on n'a pas gardé en mémoire quelle a été l'opération pour créer C à partir des nœuds A et B. Et en fait, ça va être très important de garder ça en mémoire, puisque si on revient sur la formule, par exemple cette formule-là, dans notre formule, il faut que on ait en mémoire donc pour calculer la dérivée du nœud parent x. Donc ça, en fait, ça va être le nœud parent. Ça va être le nœud fils, on va appeler ça comme ça. Pour calculer donc le gradient, en fait, on va appeler ça donc le gradient
du nœud x, on va vouloir donc avoir le gradient du fils a, mais il faut aussi également savoir comment est-ce qu'on a calculé a à partir de x. Donc ça, c'est donné par la dérivée de a par rapport à x. Donc ça, il va falloir le stocker quelque part. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire ça? On va en fait créer une fonction qui va être appelée à chaque nœud. Et cette fonction, elle va avoir le rôle de mettre à jour le gradient du nœud parent du nœud sur lequel elle est appelée. On va voir que ça va être un peu plus clair lorsqu'on va l'implémenter. Et justement, cette fonction, en fait, on va garder en mémoire via cette fonction quelle est la dérivée en fait, dA sur dx pour justement calculer dx. Alors donc pour cela, en Python, on va tout d'abord bien garder pour chaque nœud quelle est la dérivée par rapport au nœud de sortie. Donc on va créer le champ grade. Donc ça typiquement c'est le fameux dA en écriture informatique, donc le dj sur dA. Et donc au début, grade il sera égal à 0, on va initialiser à 0 pour tous les nœuds. Et donc c'est au moment de la création du nœud C par exemple lors de l'addition qu'on va vouloir lui donner au nœud C la possibilité de mettre à jour le gradient de ces nœuds, de ces nœuds parents en fait. Donc pour ça, on va définir en fait une fonction qu'on va appeler underscore backward et qui, lorsqu'elle va être appelée sur le nœud C, va permettre de mettre à jour les gradients des nœuds parents de C. Donc les nœuds parents ici, c'est self et B. Et donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire que self.gradient, donc là, ça va être le gradient de A, et bien ça va être égal à quoi? Ça va être égal à une fois C.gradient. Ça, donc c'est la règle dx qui est égale à dA sur dx fois dA. Là, en fait, si on regarde ce qui se passe plutôt sur un schéma, ça va être plus clair. On a en fait le nœud self, le nœud B, qui donne lieu au nœud C qui est égal à self plus B. Et donc, on sait que, en fait, si on appelle ce nœud, on va l'appeler plutôt A, on sait que dA, c'est égal à dc sur dA fois dc. Donc là, dc sur dA, eh bien, c'est 1, puisqu'en fait, on a une addition. Donc là, ça va être 1, et dc, eh bien, ça va être en fait c.grade dans le code. Donc c'est pour ça qu'on retrouve une fois c.grade. De la même manière, pour B, quel va être le gradient de B? Eh bien, ça va être une fois c.gradient. Et ensuite, on va pouvoir dire que on va pouvoir assigner cette fonction à C. Donc on va dire que le champ underscore backward de C va être égal à la fonction backward qu'on vient de définir. Comme ça, lorsqu'on va visiter le nœud C, lorsqu'on va remonter notre graphe dans le backward pass, on va appeler cette fonction-là. Donc cette fonction-là va être appelée et les nœuds parents de C, enfin les gradients des nœuds parents de C vont être mis à jour. Alors évidemment, pour avoir accès à ce champ-là, il faut l'initialiser. Donc on va initialiser ça comme ça. Et de base, en fait, ça va être une fonction qui va renvoyer none. Donc si elle n'a pas été mise à jour plus tard, eh bien la fonction, lorsqu'on l'appellera, ne fera rien. Alors, actuellement, il y a un petit souci avec ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on va appeler la fonction backward, les gradients des nœuds parents vont être remis à 0, enfin ils vont être remis égal à cette valeur. Et le problème, c'est que peut-être que les parents ont plusieurs fils, et on sait que dans le cas où il y a plusieurs fils, il faut utiliser la deuxième formule, c'est-à-dire qu'il faut sommer les dérivés qui arrivent de chacun des fils. Donc par exemple, si on reprend l'exemple ici, peut-être que le nœud A, il sert à la création du nœud C, mais il sert aussi peut-être à la création du nœud D, par exemple D égale à 2A. Donc dans ce cas-là, on sait que la dérivée de A, enfin dA, ça va être égal à, oui, d'une part, donc dc sur dA fois dc, mais il ne faut pas oublier d'ajouter dd sur dA fois dd. Donc en fait, il va falloir donc ajouter la dérivée qui vient d'ici, ainsi que la dérivée qui vient d'ici. Donc c'est pour ça que lorsqu'on va appeler, en fait, lorsqu'on va être sur le nœud C et qu'on va appeler backward pour mettre à jour le gradient de A, eh bien il va falloir seulement ajouter au gradient et non pas mettre le gradient égal à une valeur. Donc pour ça, dans le code, en fait, on va juste rajouter un plus ici, et de la même manière pour B, on va rajouter un plus ici. Ensuite, le principe, eh bien, en fait, on va utiliser le même principe pour la multiplication. Presque rien ne va changer, mis à part évidemment que là, le gradient va être un petit peu différent. Cette fois-ci, si on regarde la dérivée de A par rapport, la dérivée de C par rapport à A, on voit que eh bien, ce n'est plus 1, vu qu'on n'a plus une somme, mais ça va être en fait B.valeur. Et pour B, eh bien, ça va être A.valeur. Donc, si on représente ça assez rapidement, admettons qu'on ait les nœuds A et B ici.
C qui est égal à A fois B cette fois-ci, on a évidemment donc que donc DA c'est égal à DC sur DA fois DC. Donc DC dans le code c'est toujours C.grade et DC sur DA, et bien en fait on voit avec cette expression là on voit que c'est B.valeur. Donc on revient donc dans le code B.valeur pour le gradient de A, et pour le gradient de B cette fois-ci c'est A.valeur. Et de la même manière, eh bien, c'est exactement la même chose pour l'exponentielle, sauf que cette fois-ci, eh bien, il n'y a qu'un seul parent, donc on n'a pas de b. Et quelle est la dérivée en fait de l'exponentielle de a par rapport à a? Eh bien, c'est l'exponentielle de a. Donc on pourrait mettre math.exponentielle self.valeur, sauf que eh bien, c'est dommage vu qu'on a déjà calculé cette valeur pour la valeur de c, donc autant mettre directement c.valeur pour avoir donc la bonne mise à jour. Donc on a maintenant la structure du graphe qui est enregistrée grâce au champ parent, et on a également la manière de calculer mettre à jour les gradients du nœud parent grâce à la fonction backward. Donc ce qu'il faut faire maintenant, eh bien, c'est d'implémenter le backward pass. Donc comment est-ce qu'on va implémenter ça? Si on revient sur l'algorithme, on sait que on va devoir appeler ce backward pass sur le nœud de sortie. Donc ça, en fait, ça va être à l'utilisateur de savoir quel est le nœud de sortie. On ne va pas pouvoir détecter nous-mêmes quel est le nœud de sortie. Et donc on va appeler le nœud de sortie pour ensuite donc, parcourir de proche en proche les nœuds du graphe et calculer les dérivées. Alors donc on va exécuter, donc on va créer une fonction donc, qui va s'appeler backward. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de underscore devant puisque ça va être une fonction en fait qu'on va appeler directement sur le nœud de sortie. Donc là en fait, hein, on suppose que cette fonction va être appelée que sur le nœud de sortie parce que sinon on ne va pas calculer vraiment les bonnes dérivées. Et donc, eh bien là, on va reprendre directement en fait le pseudocode qu'on a vu. Donc, on va définir déjà vu qui va être égal en fait à une liste vide au départ, ainsi que L qui va dans lequel on va ranger nos nœuds d'une manière en fait dans l'ordre topologique de notre graphe. Alors, on va pouvoir utiliser, au lieu de déjà vu, on va pouvoir peut-être utiliser ce qu'on appelle un set en Python. C'est-à-dire en fait c'est très similaire à une liste, sauf que ça va nous empêcher d'avoir deux fois le même sommet dans notre liste, ce qui est pratique. En soi on pourrait utiliser quand même une liste, mais enfin bon, c'est un petit peu équivalent. Et donc ensuite on va définir notre fonction qui va s'appeler récursivement, qui va être notre fonction de parcours en profondeur de notre graphe, donc qui va s'appeler sur à chaque fois un sommet du graphe. Donc on va ajouter tout d'abord, bien dans déjà vu, on va ajouter avec la fonction add notre sommet, et ensuite on va regarder quels sont les voisins de S pour ensuite bien lancer un appel récursif sur ces voisins. Donc pour ça, eh bien, on a évidemment le champ parent du sommet S dans lequel on va accéder. Donc on va faire donc pour chaque parent dans S.parent, eh bien on va regarder est-ce que le parent est déjà dans déjà vu ou pas. Donc if parent not in déjà vu, c'est-à-dire que s'il n'est pas dans déjà vu, on va pouvoir lancer le parcours en profondeur, enfin le parcours récursif sur ce parent. Et ensuite, donc là, on se trouve à la fin de traitement de S, la fin de traitement lorsqu'on parle du parcours en profondeur, et on sait que pour faire l'ordre topologique, c'est au moment justement de la fin de traitement de S que l'on va ajouter S à notre liste topologique. Donc là, cette fois-ci, c'est append, L.append de S. Et bien, on va lancer ce parcours sur la sortie, étant donné qu'on sait que tous les nœuds de notre graphe de calcul, ils sont reliés à la sortie. Donc on a besoin d'envoyer en fait, de lancer le parcours sur la sortie. Et donc là, il faut en fait récupérer cette sortie donc dans la variable self, et on va lancer le parcours sur self. Et ensuite, donc si on suit le pseudocode qu'on a vu, il va falloir donc mettre à jour le gradient de la sortie. On va le mettre égal à 1, puisqu'en fait là, self.grad c'est en fait dj, ou encore dronj sur dronj, donc eh bien, ça vaut 1. Et ensuite, eh bien, on va on va suivre l'ordre topologique, c'est-à-dire que on va utiliser donc par exemple S in reverse de L. Donc évidemment, il est très important de tenir en compte qu'à ce moment-là de l'algorithme, L, c'est bien la liste des sommets, mais dans l'ordre topologique, mais renversée. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fonction reversed dans Python pour renverser la liste L. Et à chaque fois qu'on va voir un nouveau nœud, eh bien, on va tout simplement appeler la fameuse fonction backward qu'on a définie tout à l'heure, qui va permettre de mettre à jour les gradients des parents du nœud S. Et alors une petite note, si jamais
le nœud en question S n'a pas de parent, en fait ça veut dire qu'on se trouve sur un nœud qui a été initialisé directement avec une valeur. Donc typiquement ça peut être le nœud A ou B, là dans ce cas-là ils n'ont pas de parent, mais comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien backward donc n'a pas été mise à jour, donc de base, eh bien backward ça va être une fonction qui va renvoyer none, donc en fait il n'y aura pas de problème, il va juste rien, il va juste y avoir rien qui va s'exécuter. Donc on va pouvoir maintenant tester eh bien, notre algorithme, enfin notre graphe de calcul sur le graphe qu'on avait défini ici. Alors avant de le tester en Python, on va le faire à la main et voir quel est le résultat auquel on peut s'attendre. Donc on a vu tout à l'heure la forward pass avec en fait c'était donc 28 en sortie vu que 7 x 4 égale 28. Et on va regarder donc à la main quel résultat on va pouvoir s'attendre à avoir pour toutes les dérivées. Donc on sait que DD va être égal à 1 puisque c'est le nœud de sortie. Donc en rouge, ça va être donc DD égale à 1. Et ensuite, on va remonter. Donc typiquement, eh bien, DC, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à DD sur DC fois DD. Donc DD sur DC, ça va être B. Donc B, c'est 4 fois DD, ça va être 1. Donc eh bien, là, on aura DC qui va valoir 1. Pour B, eh bien là, on voit qu'il a deux enfants, donc il va falloir sommer ce qui vient d'ici et d'ici. Alors, ce qui vient d'ici, eh bien, ça va être la valeur de C fois 1, donc c'est-à-dire 7. Et ce qui vient d'ici, eh bien, ça va être directement en fait DC, donc c'est-à-dire 4. Donc là, on s'attend à avoir 11 pour DB. Et pour A, eh bien, A n'a qu'un seul enfant, donc en fait, ça va être directement une fois DC, puisqu'on est sur une addition. Donc, ça va être 4. Donc, DA égale 4. Donc on s'attend à avoir DA égale 4, DB égale 11, DC égale 4 et DD égale 1. Donc eh bien on va voir dans Python si on trouve bien cela. Donc on va appeler en fait D.backward puisque D est le nœud de sortie. Et on a une erreur. On va peut-être réexécuter ça. Voilà. Donc une fois qu'on a réexécuté ça, donc le backward a été effectué. Donc on va voir si les différentes dérivées ont bien été calculées. On a D.grad qui est égal à 1, donc ça c'est bon. On va regarder C.grad donc qui est égal à 3. Et on était censé avoir 4, donc il y a déjà là un souci. Alors oui, en effet, j'avais pas regardé, mais j'avais mis A au lieu de self ici. Donc si on remet C.grad, voilà, cette fois C.grad vaut bien 4. Ensuite, on va regarder B.grad, cette fois-ci, donc il vaut 11, donc c'est bien ce qu'on voulait trouver. Et puis A.grad qui vaut 4. Donc on retrouve bien ce qu'on a calculé au papier, donc on a a priori une implémentation qui est bonne. Alors, avant de finir la vidéo, on a donc quelque chose qui fonctionne. Il y a juste un point qui est important. En fait, si on re-appelle D.backward, on voit que là, cette fois-ci, les dérivées ne seront pas bonnes parce que, en fait, à chaque fois, en fait, là, on a un problème, c'est que les gradients s'accumulent au fur et à mesure, vu qu'à chaque fois, on ajoute au gradient. Et le problème, donc, c'est que si on appelle plusieurs fois le backward, et bien forcément, les gradients vont s'accumuler. Et là, pour le coup, ça va être faux. Donc, en fait, à chaque fois qu'on va commencer un backward, ici, il va falloir eh bien, remettre à zéro les gradients de tous les nœuds du graphe en fait. Et donc pour ça, eh bien, on va devoir parcourir tous les nœuds pour mettre leur gradient à 0. Donc pour ça, on va créer une fonction donc, qui va s'appeler par exemple clearGrads qu'on va définir ici. Donc cette fonction, elle va partir du nœud de sortie self, puisque je le rappelle, backward, on est censé l'appeler que sur le nœud de sortie. Et elle va parcourir l'ensemble des nœuds du graphe, pas forcément dans un parcours dans l'ordre topologique. On n'a pas besoin de parcourir l'arbre on n'a pas besoin de le faire dans l'ordre topologique. Donc elle va parcourir tous les nœuds pour mettre leur gradient à 0. Donc on va commencer par créer donc, une liste en fait, de nœuds à visiter qu'on va incrémenter à chaque fois qu'on va voir un nœud. On va lui ajouter tous ses voisins. Donc pour ça, eh bien, on va commencer à dire que eh bien, ça va être les parents du nœud de sortie. Alors on va utiliser la fonction copy pour ne pas avoir à modifier en fait, les parents du nœud de sortie. On ne veut pas les modifier, on veut seulement les copier dans à visiter. Donc c'est important d'utiliser la fonction copy. Et ensuite, eh bien, tant qu'il y a des nœuds à visiter, donc while not len de à visiter est égal à 0, eh bien, on va vouloir en fait, sortir un nœud de à visiter. Donc on va utiliser par exemple la fonction pop pour cela. On va dire que eh bien, le gradient de ce nœud va être égal à 0. Alors peut-être qu'on va garder S pour un peu plus de cohérence avec ce qu'on a écrit tout en dessous.
Et ensuite, donc, pour chaque parent de S, eh bien, on va ajouter ce parent dans à visiter. Donc là, on peut faire donc, append de parent. Et peut-être que ça, on peut le faire seulement si parent n'est pas déjà dans à visiter. Donc if parent not in à visiter, on va l'ajouter à visiter. Donc cette fonction nous permet donc de remettre à 0 les gradients à chaque fois. Et alors évidemment, là, ça va être 2 égales. Voilà. Et donc maintenant, si on va recréer notre arbre de calcul et qu'on appelle la fonction backward, donc là, on a bien les bons nombres. Et maintenant, on va reappeler encore une fois un backward. Et là, cette fois-ci, on voit qu'effectivement, la remise à 0 des gradients permet d'avoir encore de bons résultats. Et on peut reappeler encore. Et on voit que les gradients restent bons. Donc voilà pour cette première vidéo pratique d'implémentation. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo. Est-ce qu'il y a des choses à changer sur la façon dont je présente les choses? En tout cas, donc, ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'est qu'on a implémenté les graphes de calcul scalaires. Dans la prochaine vidéo, qui sera assez rapide, on va cette fois-ci implémenter les graphes de calcul matriciels. Donc en fait, tout tout le cheminement qu'on a fait sur gradient, backward, etc., ça va être exactement la même chose. Ce qui va seulement changer, ça va être les opérations élémentaires. Au lieu d'avoir un plus ici, ça va être plutôt un plus de matrice. Donc on va utiliser la bibliothèque NumPy. Pareil pour la multiplication. Et puis on verra peut-être s'il y a d'autres opérations élémentaires à traiter sur les matrices. Mais vraiment, toute l'idéologie restera la même. Donc c'est pour ça que ce sera une vidéo assez courte normalement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à essayer de refaire ce qu'on a vu dans la vidéo from scratch pour vous entraîner et voir si vous avez bien compris comment on implémente en Python un graphe de calcul scalaire.